Il y avait dans son appartement une chambre qui ressemblait à un musée. Costumes triés par saison, chemises pliées selon un code que lui seul connaissait, chaussures alignées comme des trophées. Les fenêtres donnaient l'un sur la ville, mais les rideaux étaient toujours tirés. La lumière feutrée semblait mieux convenir à un homme qui n'avait plus besoin que d'ombre pour se sentir complet. Leonardo connaissait la beauté des objets, la valeur d'un nom sur une carte de visite, la vitesse d'un transfert bancaire. Il connaissait moins la forme d'un rire qui n'attend rien en retour. Il est assis devant une glace, comme on consulte un tribunal. Le visage est celui d'un homme de 40 ans, taillé par l'efficacité, poli par les voyages. Les yeux, eux, trahissent un autre paysage. La fatigue de qui a tout, sauf la preuve d'une appartenance. Il a des rendez-vous, il a des contrats, il a des successeurs potentiels, il a des silences qui s'entassent derrière la voix. Et au fond, une petite note qu'il relit encore une fois, pas assez pour croire qu'un hasard l'ait trouvé, assez pour qu'il ne puisse plus l'ignorer. C'est une lettre anonyme, laissée sur le bureau par un conseiller juridique. Il y a un garçon et il mérite une mère. Vous avez demandé « Vous cherchez ?» Nous pouvons vous aider. Rien d'autre, aucune date, aucun nom propre, rien qui confirme un lien biologique. Assez, cependant, pour réveiller chez Leonardo une responsabilité qu'il s'était persuadé d'avoir refoulée. Il n'était pas homme à fuir une ligne droite. S'il y avait un garçon, son fils, dans le fil tremblant de cette note, il fallait qu'il sache qui pouvait aimer ce garçon comme une mère. Peut-être cherchait-il moins à combler un vide personnel qu'à réparer un futur qu'il n'avait pas su imaginer. Quoi qu'il en soit, il prit une décision brusque, presque dangereuse pour un homme habitué aux garanties. La décision ne vint pas d'un plan financier, mais d'une introspection terrible et nette. Il devait voir ce que veulent les gens quand on leur enlève les labels et le confort. Il voulait savoir si l'amour pour un enfant pouvait exister sans les largesses d'un compte bancaire. Il voulait savoir si quelqu'un accepterait d'être mère pour son fils sans que l'on lui fournisse un palais en échange. Et, idiotement, il voulait se voir aimer sans que l'éclat d'un nom pèse sur le regard des autres. Il appela Rodrigo, son associé de toujours, l'homme qui connaissait les failles des systèmes et l'art des plans improbables. Rodrigo rit d'abord. L'idée d'un milliardaire qui se fait passer pour pauvre attirait la même ironie que l'on réserve aux romans. Puis il écarta l'amusement, prit ses outils, des vêtements usés, une barbe de 3 jours à ranger, un sac percé d'histoire. Ils préparèrent des papiers anonymes, un téléphone jetable, une identité fabriquée à la hâte et, surtout, une règle d'or. Pas de discours de sauveur. Leonardo devait écouter, observer, sentir. Il écrivit sur un petit carnet « Je cherche une mère, pas pour moi, pour l'enfant ». Il sut que cette phrase, répétée, le rendrait vulnérable. La première fois qu'il posa le pied sur le trottoir, sous son déguisement, la ville lui sembla plus grossièrement réelle. Les parfums n'étaient plus filtrés par le beurre de caviar, les bruits n'étaient plus des fonds sonores d'événements. Ici, chaque son portait son amplitude, le claquement des portes d'immeubles, le va-et-vient d'une conversation, le cri d'un vendeur ambulant. Il apprit vite, à force de regarder et de ne pas se faire remarquer, à lire les visages comme des cartes. Quels sourires étaient une défense, quels regards cherchèrent un allié. Elle était là la première fois, au bas d'un immeuble qui semblait appartenir à un autre temps. Laetitia avançait sans hâte, portant dans un bras un sac de course et dans l'autre son tablier usé. Elle avait la démarche d'une femme qui connaissait la précipitation de la vie mais refusait d'être pressée par elle. Son visage portait les lignes de 1000 conversations, de matin à organiser, de nuit passées à écouter la respiration d'une mère malade. Dans ses yeux, quelque chose de dur et de doux, la dignité de qui n'autorise pas la pitié. Il l'a aperçue parce qu'elle laissait tomber son thermos de soupe devant une bouche d'égout et ne la ramassait pas tout de suite. Elle se pencha pour en récupérer la moitié, puis, voyant le liquide répandu sur le sol, regarda en l'air comme on demande au ciel un arrangement. Leonardo, sous son déguisement, fit ce que des hommes moins décidés auraient évité. Il se pencha aussi, sortit un morceau de pain qu'il avait acheté pour tenir sa nouvelle identité, et le posa dans la main de Laetitia en disant un mot qui n'était pas le sien d'habitude. « Tiens, pour le petit !» Elle le regarda, surprise, puis sourit comme si quelqu'un venait de lui rendre un peu de temps. C'était un geste simple et imprévu. Une marmite offerte, pensa Leonardo plus tard, en trouvant un sens pour l'acte. Un bol, une trempette, un partage. Laetitia le remercia de manière succincte, pas honteuse, pas théâtrale. Elle accepta le pain, le glissa dans son sac et continua sa route. Il la suivit un moment, sans la dépasser, apprenant la géographie de ses pas. L'immeuble modeste aux portes fendues, la concierge qui connaissait tout le monde, l'affiche d'une clinique de quartier qui annonçait des consultations gratuites. La routine de Laetitia se déploya devant lui comme un film sans artifice. Le matin, elle nettoyait Avatar et sol d'un petit immeuble bourgeois. Le midi, elle servait des assiettes simples à des familles qui la privèrent de son temps. Le soir,
Elle courait vers la maison où l'attendait Pedrinho, un garçon aux genoux toujours tachés d'encre, aux dessins collés sur le frigo comme des trophées minuscules. La mère était une présence compacte, rien d'ostentatoire, seulement la gravité tranquille de l'amour quotidien. Leonardo se présenta parfois comme un sans-abri qui passerait par là, parfois comme un homme pressé qui avait besoin d'un renseignement. À chaque échange, il découvrit des brèches d'humanité. Laetitia parlait de sa mère, Donna Isabelle, avec une loyauté qui n'était pas doucereuse mais pratique. Médicaments achetés à crédit, visites à l'hôpital, réconfort ajusté à la douleur réelle. Elle parlait de Pedrinho avec une tendresse méthodique. Elle savait quand fermer la porte pour ne pas laisser l'enfant regarder sa fatigue. Elle avait des rêves qu'elle n'osait pas énoncer à voix haute. Reprendre des études, laisser Pedrinho voir autre chose que la rue. Elle avait, aussi, une manière de refuser ce qui humiliait l'âme. La première semaine, Leonardo observa. Il fit attention à la manière dont elle refusait la charité déguisée. Lorsqu'un résident du bâtiment lui proposa un cadeau, qui sentait la condescendance, elle posa sa main, sourit, et répondit d'un ton qui claquait comme une trappe. « Je sais me débrouiller, mais merci. » Il la vit remettre l'argent dans l'enveloppe avec autant de respect que si on lui avait offert un fragment de dignité. C'était un enseignement qu'un gain ne pouvait ni acheter ni remplacer. Petit à petit, la présence du milliardaire déguisé commença à déranger moins et à intéresser davantage. Il trouva des occasions d'être utile sans se mettre en avant. Tenir la poussette d'un voisin, raccommoder une bretelle, évoquer un trajet bus. Pedrinho, au début méfiant, s'approcha quand il lui apporta un paquet de crayons. Il prit la main de Leonardo, comme si l'enfant jaugeait la chaleur d'un nouveau poignet. « Dessine-moi un bateau !» dit l'enfant une après-midi au parc. Leonardo dessina maladroitement, comme un homme qui n'avait dessiné que des courbes de profit. Le garçon rit, sans jugement. Le rire éclaira quelque chose sous la poitrine de Leonardo, qu'il était trop embarrassé pour nommer. Il devint, en cachette, un témoin des petites victoires de Laetitia. La promesse qu'elle se fit d'inscrire à des cours du soir, le sourire de Pedrinho à la fin d'une journée d'école, le soupir qu'elle poussait parfois dans la salle de bain, comme pour laisser partir la poussière de la journée. Il apprit à goûter leur nourriture, des plats simples mais parfumés, des arômes de bouillon, de coriandre saupoudré sur un riz qui n'était jamais parfait mais toujours partagé. À Noël, il alla acheter une petite figurine, une brique en plastique, et la laissa sur le seuil sans se faire connaître. L'enfant trouva le cadeau en criant « Maman !» et le son de cette exclamation se grava comme un fer rouge dans le cœur de Leonardo. Ce qui le frappa le plus, c'était l'autonomie de Laetitia face à l'aide. Quand il essaya, maladroitement, de lui offrir un peu d'argent en la surprenant devant l'immeuble, elle le repoussa gentiment. « Je ne prends pas d'argent qu'on m'offre pour me montrer. » La phrase ne sonnait pas comme un refus. C'était une condition. Elle accepta peut-être un service, une présence, mais non l'aumône. Leonardo sentit la gifle morale, et quelque chose en lui sourit secrètement. Le défi était devenu personnel. Un soir, après une journée longue d'écoute et d'observation, il céda pour la première fois à la tentation de résoudre tout par la facilité. Il glissa un chèque dans l'enveloppe d'un colis, qu'il confia à la concierge, pensant qu'un soutien financier pourrait alléger leur chemin. Il l'imagina comme un pont polyvalent. Payer l'école, les médicaments, un petit coup de pouce. Mais lorsqu'il écrivit les chiffres, il ne ressemblait qu'à un mensonge habillé en bonne intention. Quelque chose, dans la chaleur de la cuisine où l'odeur de la soupe flottait encore, lui dit que l'argent sans visage était une porte fermée. La nuit, dans son hôtel improvisé, il ouvrit l'enveloppe, regarda le chèque et le déchira en silence. Les lambeaux tombèrent au sol comme des aveux que l'on ne sait plus comment prononcer. Il y eut des petites scènes qui, accumulées, firent basculer son plan initial. Une fois, il nettoya la table du balcon où l'on prenait le goûter après l'école. Une autre fois, il répara une chaîne de vélo malgré ses mains inexpertes. On le surprit à lire des livres pour enfants que Pedrinho abandonnait au salon. Il apprit à changer une couche sans faire de commentaires. Il commença à sentir une autre forme de richesse. Le tarif immatériel d'une minute partagée, d'une histoire lue à voix basse, du soin pour une fièvre. Il imaginait parfois, embarrassé, être le père d'un enfant dont il ignorait la voix. Si j'avais un fils, pensait-il, quelle femme aimerais-je trouver pour lui ? La ville, qu'il avait d'abord accaparée par son anonymat, commença à murmurer autour de lui. Dans le bâtiment, Marina, la gouvernante générale, observait l'étranger. Elle avait travaillé pendant des années à l'organisation de l'immeuble, connaissait les visages, la rotation des aides ménagères et les histoires que l'on racontait à demi-voix dans la cour. Elle aimait Laetitia comme on aime une sœur d'armes. Elle voyait les efforts silencieux et la soutenait. Elle accepta volontiers l'aide, limitée et ponctuelle, d'un homme qui semblait sincère. Il apprit, grâce à elle, à respecter les angles privés, ne pas poser de questions, offrir des gestes concrets, obéir au refus. La vie, toutefois, n'aime pas les travestissements prolongés.
Les personnages du passé ne disparaissent jamais complètement. Marcelo Ferraz était l'un de ces résidus, un homme qui connaissait Leonardo de l'autre rive, un habitué des galas et des plateaux médias où Leonardo apparaissait, poli et brillant. Marcelo n'était pas méchant. Il aimait juste la vérité comme on aime les potins. Il aperçut l'incongruence, d'abord sur une photographie dans un journal de quartier qui montrait Leonardo en homme d'affaires, puis dans les allées d'un marché où il fit le lien. Il avait cette capacité de deviner les identités comme on devine les saisons. Et quand il commença à murmurer, les ondes se propagèrent. Avant la confrontation, il y eut des signes. Un téléphone qui sonnait avec un numéro indésirable, une silhouette reconnaissable derrière une vitre, un rire qui s'arrêta trop tôt. Leonardo devint anxieux et absurde avec sa propre prudence. Il avait construit une barque et avait fini par se sentir prisonnier de ses rames. Il se surprit à envisager la sortie la plus simple, avouer tout, se présenter sous son vrai nom et espérer que la franchise suffirait. Mais déjà, la proximité avait changé la proposition. Il ne cherchait plus simplement à trouver une mère idéale pour son fils imaginaire, il était peut-être en train de tomber amoureux d'un quotidien qu'il avait cru impossible. La tension monta dans l'immeuble un soir de grosse pluie. Il s'était inscrit pour la distribution de repas, voulant aider à la cantine improvisée du quartier. Laetitia était là, les cheveux tirés en arrière, son tablier taché de 2 jours de labeur, Pedrinho collé à sa jambe. La salle commune avait l'air d'un théâtre modeste. Quelques tables, des nappes, des rires crevés par la pluie. Leonardo distribuait des gamelles. On le regardait moins comme un étranger. Il devenait une présence. Et puis Marcelo entra, comme une pierre jetée dans une eau calme. Il ne cria pas d'emblée. Il resta près de la porte, humidité sur le col, regard qui cherchait une caméra ou un ami afin de jouir du moment. Puis, il se rapprocha. Il lança un nom dans la salle, comme on ouvre une fenêtre pour voir si quelqu'un répond « Leonardo Ferraz ». Le son roula, lentement, trouva des oreilles, trouva des visages qui n'avaient pas entendu ce nom depuis des soirées de charité et des interviews. Laetitia leva la tête. Pedrinho suivit le mouvement, confus. Les conversations s'étiolèrent, des couverts tintèrent, l'air commença à vibrer. Marcelo n'annonça pas une revanche. Il raconta une vérité, simple, brutalement polie. « Vous êtes l'homme à la télé, non ? Celui qui donne de l'argent aux hôpitaux ? Qu'est-ce que vous faites là, couvert de boue ?» Sa voix n'avait pas d'accent accusateur. Elle demandait seulement une correction de trajectoire. L'effet, cependant, fut immédiat. L'expression de Laetitia changea, d'un soupçon à la stupeur. Elle regarda Leonardo avec une rapidité qui avait quelque chose de sismique, comme si, pour un instant, il avait pris dans ses mains la balance d'un jugement. Leonardo sentit la pièce se rapprocher. Un silence tomba, lourd, peuplé d'attente. Pedrinho le regarda sans savoir pourquoi son sourire fut effacé. Marina posa sa main discrète sur le bras de Leonardo, comme pour lui dire de tenir bon. Rodrigo n'était nulle part. Marcelo reprit d'une voix plus basse, presque complice à l'adresse de la salle. « Je vous ai vu entrer ici l'autre jour, et je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. On dirait que notre richissime ami cherche à éprouver la misère comme on teste un costume. » Le mot costume brûla comme une carte marquée. Leonardo sentit le masque qu'il portait devenir une peau étrangère. Son cœur battit, non pas pour la peur d'être découvert, il avait prévu cela, mais pour la peur de ce que ses mains avaient impliqué. Il avait cherché une mère pour un fils, il avait menti pour la trouver. Maintenant, la supercherie risquait d'éclater et de réduire à néant toute possibilité de ce qu'il avait déjà commencé à bâtir. Laetitia se leva, comme si un moteur primitif l'obligeait à s'éloigner du piège. Ses yeux, qui avaient appris à distinguer l'humiliation de l'aide, brillaient d'un mélange de colère et de trahison. Elle avait déjà senti la fragilité de la générosité offerte par d'autres, un gâteau qui se brise quand on le touche. Et pourtant, au fond, une autre émotion s'éveillait. La déception de se savoir approché par un mensonge. Dans cette salle, humide et pleine de voix, se tenait un homme qui, jusque-là, lui avait montré sa meilleure main en acte minuscule. Maintenant, le jeu se révélait. Leonardo se leva, lentement. Il n'avait pas encore trouvé de mots qui suffisent. Ses doigts, en tremblement, cherchèrent la paume de son porte-monnaie imaginaire, puis se résolurent à ne rien faire. La vérité ne se murmure pas, elle tombe. Il le savait. Il croisa le regard de Pedrinho. L'enfant vacilla entre l'étonnement et l'espoir. Leonardo sentit un froid étrange, comme si quelque chose se fissurait à l'intérieur de lui, et qu'il ne savait pas s'il fallait en pleurer ou en rire. Marcelo, sans le vouloir vraiment, proclama la teneur du futur. « On ne joue pas avec des vies, surtout avec des enfants. » La phrase frappa la salle. Certaines personnes hochèrent la tête, d'autres se taisaient. Marina serra les lèvres, comme si elle pesait chaque mot qui suivrait. Laetitia resta debout, immobile, les 2 mains serrées autour du tablier, tandis que la pluie contre les vitres continuait à tambouriner le tempo d'un événement qui venait de dérailler. Leonardo sentit la honte monter comme un flot chaud. Ce n'était pas la honte d'être découvert, il avait prévu qu'elle viendrait.
C'était la honte d'avoir cru qu'un acte d'amour pouvait être fabriqué sans vérité. Dans sa poche, une série de billets qu'il avait pensé offrir, une aide vite donnée, se transformèrent tout soudain en une accusation silencieuse. Il se tenait là, entre la richesse qu'il pouvait déverser et la pauvreté d'un mensonge, et la balance se penchait dangereusement. Il voulut parler, expliquer, dire que tout avait commencé comme une expérience et qu'il avait fini par être touché de la même façon que n'importe quel homme. Il voulut avouer qu'il n'était pas venu pour les louer ou pour les juger, mais parce qu'il croyait encore à la possibilité d'une mère de cœur. Mais les mots se protégeaient derrière la gorge, comme des animaux qui refusent de sortir dans la lumière. Laetitia prit une profonde inspiration. Le temps sembla s'étirer. Elle avait, jusqu'ici, choisi l'action plutôt que le spectacle. Elle avait accepté des repas, refusé certains secours, offert du temps à ceux qui en avaient besoin. Cette fois, la scène prenait une orientation différente. Elle devait trancher entre la dignité d'un foyer et la nécessité de protéger son enfant. Elle le regarda comme on sonde un vent. De l'interrogation, oui, mais surtout une vieille certitude. Personne n'avait le droit d'acheter une place dans la vie d'un enfant. Pourquoi ? Dit-elle finalement, la voix sèche et précise, une question qui n'était pas simplement pour lui, mais pour tout le monde dans la salle. Pourquoi vous être déguisé ? Pourquoi ne pas venir vous asseoir à la table et nous parler en vrai ? La question pesa comme une enclume. Leonardo sentit son plan s'effondrer. Tout un pan de sa vie, où il croyait pouvoir contrôler les images, se fracturait. Il regarda les mains calleuses de Laetitia, le visage de Pedrinho, la curiosité brute de Marina. Il pensa à Rodrigo, au costume de sa garde-robe, et à la lettre sur son bureau qui l'avait poussé à venir ici. Il pensa à l'enfant qu'il voulait protéger et, pour la première fois, comprit la profondeur de sa propre solitude. Il respira. Puis, malgré la honte et la peur, il décida qu'il ne voulait plus préserver une façade. Mais il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Autour de lui, les murmures prenaient une forme plus nette. Des visages tourneront la tête vers la porte d'entrée où, comme un dernier coup de théâtre, quelqu'un entra avec le bruit d'une pluie qui ne s'arrête jamais. À cet instant précis, la porte s'ouvrit et la pièce entière retint son souffle. La porte s'ouvrit avec un bruit qui fit oublier la pluie pour un instant. Un faisceau de lumière de portable balaya la salle et Marcelo entra en souriant, comme on jette un pavé dans une mare pour voir combien d'anneaux la colère fera. Il n'était pas seul. Un homme filmait avec un téléphone, un autre tenait un petit haut-parleur. Derrière eux, quelques voisins s'étaient massés, attirés par la promesse d'un spectacle. Les regards cherchèrent instinctivement un point d'ancrage. La chambre commune devint un tribunal improvisé. Marcelo avança, sans s'excuser, comme si la bienséance était une histoire de saison qu'il n'avait pas à respecter. « Alors, dit-il, la voix calibrée pour impressionner, voyons voir à qui nous avons affaire. » Le nom qu'il prononça n'était plus celui d'un homme en haillons, mais d'un symbole visible sur les écrans. Leonardo Ferraz. Le murmure monta, se raffermit, bifurqua en injonction et en curiosité. L'évidence se déploya comme une lumière crue. Il n'y avait plus, possible, d'ombre derrière laquelle masquer ses choix. Leonardo sentit sa gorge se serrer, mais pas tant à cause de la découverte que parce que, soudain, il comprit la portée publique de sa faute. Il savait que les conséquences ne seraient donc pas seulement pour lui, elles auraient le goût amer d'une rupture pour ceux qui, ici, avaient commencé à lui faire une place. Son regard se posa sur Pedrinho, dont les yeux grands et sans filtre cherchèrent la logique d'un monde qui venait de se retourner. L'enfant ne comprenait pas la vérité derrière les noms. Il sentait simplement que quelque chose, l'air, la chaleur d'un compagnon, avait changé. Laetitia se redressa. Elle avait ce mélange de colère contenue et de dignité qui ne se laissait pas entraîner dans les illusions du théâtre social. On pouvait lire dans sa posture que la décision allait venir du cœur et non du spectacle. « Pourquoi avoir fait ça ?» questionna-t-elle, et la phrase, simple, exigeait plus qu'une défense embarrassée. Elle voulait comprendre la motivation, mesurer l'intention et surtout savoir si tout cela avait été conçu comme un jeu avec la vie des autres. Leonardo prit une inspiration que les autres n'entendirent pas, ou plutôt qu'ils purent lire dans ses épaules. Il osa enfin briser le silence. « J'ai reçu une note. Quelque chose m'a dit qu'il y avait un enfant qui méritait une mère. J'ai voulu savoir ce qu'une mère accepterait sans que l'on lui promette un palais. » Sa voix trembla, pas tant parce qu'il recevait le jugement que parce que ses mots le trahissaient. Ils étaient faibles face à la blessure qu'il avait causée. « Je suis venu pour voir, mais je n'ai pas réalisé à quel point le mensonge détruirait ce qu'il commençait à naître. » On lia dans la pièce la sincérité et l'inexpérience, comme on relie deux rives opposées. Toutefois, la sincérité d'un homme riche ne pouvait effacer la blessure. Plusieurs personnes rappelèrent, d'un air amer, ce que la vérité avait de blessant. « Les gens ici n'ont pas besoin d'expérience sociale comme d'un spectacle, » dit l'un. « Et surtout pas les enfants, » enchaîna une autre voix. La salle reprit peu à peu son souffle, balancé entre surprise et désapprobation.
Laetitia, les mains serrées, ne cherchait pas la vengeance, mais la protection de son fils et de sa fierté. « Tu as joué avec notre confiance, dit-elle. Ce n'est pas le monde qui est un théâtre, c'est la vie de mon fils. Tu as transformé nos gestes en intrigue pour toi. » Il y avait dans sa phrase une blessure précise. Il y avait eu gestes partagés, mots intimes, et maintenant tout cela semblait instrumentalisé. Elle retourna la tête, attrapa la main de Pedrinho d'un mouvement ferme et quitta la salle. Face au départ, Leonardo sentit la culpabilité l'envahir comme une marée qui recule et laisse des cailloux tranchants. Il tenta de la suivre, mais la foule, muette, formait une barrière de regard. Marina posa une main sur son épaule. Son geste était à la fois une ancre et un reproche. « Si tu veux être là pour eux, murmura-t-elle, ça ne se passe pas en un mot. Elle doit choisir. » Le sens de sa phrase était net. La réparation exigerait temps, humilité et consentement. Le lendemain, le bruit de la révélation avait déjà couru plus loin. Un article local relata l'événement, avec photos et commentaires cinglants. Sur les réseaux, la méfiance se mélangea aux accusations de prétention. Dans les bureaux qui gouvernèrent la vie pécuniaire de Leonardo, les conseillers calculaient dégâts et collatéraux. Rodrigo, qui lui avait prêté les vêtements et l'idée, était d'abord silencieux, puis pris d'un devoir peu rassurant de protéger la réputation, pas le cœur, de l'homme qu'il servait. « Ce n'était pas une bonne idée », répétait Rodrigo, en vérifiant ses calendriers, en calculant comment rendre le moindre scandale inoffensif. Mais Rodrigo n'était pas capable de tout effacer. Il savait, froidement, que la part humaine d'un mensonge n'était pas une facture qu'on pouvait régler. Laetitia passa la journée à penser la question de Pedrinho. L'enfant avait posé des questions d'une logique innocente. « Maman, est-ce que cet homme est mon ami ou mon ennemi ? Il m'a donné des crayons. » Elle répondit avec prudence, choisissant de protéger avant tout. Elle avait appris à évaluer les personnes par leurs actes répétés et non par des gestes ponctuels. Cette discipline intérieure fait d'elle une mère ferme et douce à la fois. Elle refusa ensuite les appels anonymes. Elle ignora les bouquets que des anonymes déposèrent au palier, accompagnés d'excuses embarrassées. Sa décision fut claire. Le chemin vers la confiance ne se construisait pas avec des excuses publiques. Pour Leonardo, la rupture fut une humiliation nécessaire. Il quitta la luxueuse pièce qu'il occupait les nuits et retourna dans l'abri où il s'était installé. Mais même l'abri semblait désormais sans sens. Il avait voulu expérimenter la vérité des cœurs. Il avait déclenché une tempête. Le poids des conséquences l'affaiblit plus que n'importe quel outrage public. Il remarqua que son nom, jusque-là synonyme d'admiration distante, se transformait en accusation. Dans son carnet, il écrivit des mots que personne ne lirait. « Je suis responsable. Je dois réparer. » Et il comprit que réparer ne signifiait pas racheter par l'argent, que la monnaie qu'il détenait n'effacerait pas la blessure. Il entreprit alors des actes qui n'étaient ni calculés ni rapides. Il alla à la clinique du quartier, mais pas pour y verser un chèque anonyme. Il prit un rendez-vous pour se renseigner sur les traitements de Donna Isabel, pour comprendre la nature de sa maladie, pour apprendre quels obstacles financiers, administratifs et logistiques se dressaient devant la famille. Il assista à une consultation à distance où l'on expliqua les difficultés liées aux listes d'attente, aux médicaments remboursés et à la nécessité d'un suivi régulier. Il n'intervint pas en ouvrant un compte dont il serait le seul à décider. Il proposa, pour la première fois, une structure différente. « Si vous le voulez, je veux aider au rendez-vous, m'occuper des transports et, si vous acceptez, contribuer à ce que vous décidiez, Laetitia. Pas pour acheter quoi que ce soit, mais pour alléger les routes. » C'était maladroit, c'était modeste. C'était aussi un pas qu'il n'aurait pas su faire avant. Laetitia, prévisible dans son scepticisme, posa des règles. « Aide signée, dit-elle. Aide quand je le demande. Pas de geste surprise, pas d'argent en secret. Et si jamais tu veux continuer, tu viens en tant que personne, pas en tant que nom. » Elle voulait contrôle et sécurité. Elle savait par expérience que la dépendance mal aménagée humiliait. Elle refusait l'altruisme spectaculaire. Elle accepta néanmoins quelque chose d'impensable, il y a quelques jours, la présence. « Si tu tiens à prouver quelque chose, montre-moi d'abord que tu peux tenir un rendez-vous médical avec Donna Isabel à 8h du matin, jusqu'à la fin, dit-elle. Et il accepta. Les premières semaines furent une leçon d'humilité quotidienne. Leonardo se leva à l'aube, prit le métro bruyant, les bus qui n'avaient pas la climatisation, et suivit les ordonnances. Il attendit dans des salles d'attente où le téléphone n'était pas un outil de pouvoir, mais un objet inutile. Il prit des notes sur des feuilles, sur ces petites différences entre l'écriture d'un document officiel et la poésie des gestes ménagers. Il accompagna Donna Isabel chez le médecin, traduisit brièvement un papier compliqué, comprit comment la bureaucratie pouvait être plus nocive que la maladie. Il se retrouva plusieurs fois à tenir la porte, à payer un transport autorisé par une association, à négocier un rendez-vous avec un responsable indifférent. Il apprit à écouter sans chercher à corriger. L'obligation de se montrer disponible changea sa perception du temps et, lentement,
transforma sa présence en quelque chose de fiable. Pendant ces mêmes semaines, Marcelo, affamé d'émotions faciles, multiplia les allusions sur les plateformes numériques. Il fit des insinuations, suggérant que Leonardo utilisait la situation comme une campagne de relations publiques. Il invita l'opinion publique à juger. La ville était divisée et, comme toujours, les extrêmes hurlèrent plus fort. Pourtant, il y eut des contrepoints. Marina, témoin des efforts répétés, murmura publiquement qu'elle voyait plus d'efforts que d'esbroufs. Des voisins qui avaient observé les services constants de Leonardo dans l'immeuble prirent la défense de l'homme en expliquant sobrement ce qu'ils voyaient. La balance des jugements ne s'inversa pas d'un coup. Elle se redressa graduellement par l'accumulation d'actes. Les gestes concrets multiplièrent la pression sur la méfiance. Leonardo apprit à cuisiner des plats simples et suffisants, à s'organiser pour aller chercher des dossiers médicaux, à être présent le soir pour surveiller la fièvre. Il se fit petit pour qu'on le reconnaisse grand. Il apprit à changer des draps, à plier du linge, à expliquer la démarche d'un protocole hospitalier. Parfois, il se trompait, maladroitement. Il renversa du café sur un dossier, oublia la carte de transport, se trompa de médicaments en lisant des boîtes. Chaque erreur était une leçon. Pedrinho, qui l'avait à la fois accueilli et repoussé, finit par rire d'un oubli de sa part, un rire qui arracha un sourire sincère à Leonardo. Ces petites victoires, minuscules, bâtissaient une crédibilité qui valait plus qu'un communiqué de presse. Un soir, la situation devint critique. Donna Isabel fut prise d'une forte fièvre. L'état, d'abord modéré, se détériora. Et Laetitia, paniquée mais lucide, sut qu'il fallait agir vite. Le médecin recommanda l'hospitalisation pour des tests plus approfondis. Le stress monta comme une vague. Les places de l'hôpital public étaient limitées. Il fallait déplacer des dossiers, convaincre un responsable, organiser un long trajet en ambulance. Leonardo, présent, n'hésita pas. Il prit en charge les appels, fila des documents, organisa un véhicule en coordination avec une association locale qu'il avait contactée quelques jours plus tôt. Mais l'essentiel n'était pas ce qu'il paya. C'était qu'il fut là, à la chambre d'hôpital, attendant des heures, tenant une main qui tremblait, traduisant les mots médicaux en phrases que Laetitia pouvait prononcer. Il fit ce que l'argent seul ne fait pas. Il tint la présence. Ce fut un tournant. Pendant la longue nuit d'attente, Laetitia observa, sous la lumière tamisée, la fatigue vraie sur le visage de cet homme qui avait accepté la nuit, qui n'avait pas cherché la lumière des projecteurs. Elle vit un homme sans costume ni masque, pas seulement un milliardaire qui se donnait en spectacle, mais un homme qui s'obstinait à demeurer là, sans se retirer au premier orage. Quand la détresse se fit plus aiguë, une complication mineure mais alarmante, Leonardo téléphona, coordonna, resta silencieux dans l'épreuve et convainquit le personnel par sa patience plutôt que par ses statuts. Ce calme fit basculer une part de suspicion en une forme de respect temporaire. La guérison fut lente, mais la présence récurrente de Leonardo devint un pont. Il accepta de participer, sans fanfare, à des tâches domestiques que personne n'imaginait associées à un homme de son rang. Préparer un thermos de soupe pour une visite à la clinique, tenir le livre pendant que Pedrinho lisait une histoire, caler des rendez-vous administratifs chez le bureau de sécurité sociale. L'un après l'autre, ces actes tissèrent un filet de confiance. Laetitia, qui avait posé des limites claires dès le départ, vit que l'homme respectait les règles qu'elle avait fixées. Quand elle avait demandé que les décisions d'aide passent d'abord par elle, il n'imposa jamais rien. Quand elle refusa un cadeau, il l'accepta et retira sa main. Le processus ne fut pas linéaire. Il y eut des reculs, une conversation trop publique, un message mal interprété, la vieille blessure qui ressurgissait à la vue d'une photographie où il était en costume. Parfois, Laetitia repliait ses bras et la distance revenait, froide. Leonardo apprit à vivre avec ses reculs, à ne pas chercher une réparation immédiate, mais une constance qui finirait par parler. Il cessa d'espérer qu'un geste spectaculaire suffirait. Il accepta l'ennui du quotidien réparateur. Pendant ce temps, Marcelo continua ses attaques, mais elles perdirent en de leur mordant. L'opinion commença à privilégier les faits. L'homme qui venait au rendez-vous, qui faisait la queue plutôt que de passer par les voies rapides, l'homme qui apprenait à respecter un emploi du temps sans se plaindre. Un article d'un journaliste local, qui avait d'abord été prompt à dénoncer, publia une seconde pièce, non pas pour blanchir Leonardo, mais pour raconter les gestes vus par ceux qui connaissent la vie de la rue. Certaines personnes commencèrent à s'interroger sur leur rapidité à juger devant une histoire simple. Marcelo, confronté à un retournement progressif, tenta d'engager la compassion avec de la malice. Il monta un micro-trottoir qui suggérait la manipulation. Cela provoqua des réactions contradictoires. Des voisins qui avaient d'abord jugé dur se sentirent obligés de dénoncer l'excès de ferveur. D'autres, fatigués de l'escalade, rappelèrent que la vraie question était les effets sur les plus fragiles. La ville, avec sa lenteur parfois irritante, finit par montrer que la cohérence des actes pèse plus que les cris médiatiques.
Un jour, pendant un petit marché de quartier, une scène se déroula qui scella une nouvelle confiance. Pedrinho perdit son porte-monnaie contenant 2 petits billets, une carte de bibliothèque et un dessin. La panique monta. Leonardo, présent, se mit à 4 pattes et chercha dans la poussière. Un voisin, d'abord ricanant, fut pris d'une appréciation sereine. Pedrinho pleura, puis rit quand Leonardo lui tendit le dessin qui, miraculeusement, avait été retrouvé intact. Ce geste, apparemment insignifiant, fit davantage que n'importe quel discours. La foule applaudit, pas pour le milliardaire, mais pour l'homme qui avait partagé la colère et la recherche. Laetitia, en le regardant, sentit ses défenses s'adoucir. 2 mois plus tard, la relation entre Leonardo et la petite famille était encore fragile, mais authentique. Ils partagèrent des repas simples, discutaient des horaires d'école et d'un projet de formation pour Laetitia. Elle souhaitait reprendre des études dans le sanitaire, une ambition qu'elle n'avait jamais pu réaliser. Elle voulait que ce soit son choix et son triomphe. Leonardo, désormais convaincu que l'argent devait servir à élargir des possibilités sans imposer des chemins, proposa de financer une bourse pour sa formation, mais à une condition, que Laetitia garde le contrôle total. « Tu décides ce que tu veux faire et comment », dit-il. « Je finance, tu choisis le programme et la manière. » Elle accepta, à la fois prudente et émue. La décision fut lourde. Accepter de l'aide, mais garder l'autonomie. Le jour de l'inscription à l'école, qui marquait l'entrée réelle de Laetitia dans une trajectoire qu'elle avait longtemps rêvée, Leonardo vint porter les formulaires. Il n'y alla pas pour être applaudi, il allait parce qu'il avait promis. Ils remplirent ensemble les documents, et il écouta. À la sortie, une voisine siffla discrètement d'admiration. Les erreurs du passé restaient présentes, mais quelque chose de neuf prenait forme. La possibilité d'une vie choisie, plutôt qu'un destin imposé. La ville, avec ses petites victoires, les transforma. Marcos, le pharmacien du coin, qui avait d'abord été sceptique, témoigna auprès d'un groupe de voisins. « Cet homme est là quand il faut. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais il apprend. » C'était une appréciation mesurée. Elle n'effaçait rien, mais elle offrait un socle sur lequel construire. Petit à petit, l'image publique de Leonardo changea. Non pas parce qu'un discours l'avait blanchi, mais parce qu'un fil ténu de la vie quotidienne l'avait inclus. La rédemption exigeait une confession publique, non pas une justification, mais un acte de reconnaissance. Leonardo le comprit. Il ne pouvait demander à Laetitia une acceptation conditionnelle sans offrir au monde sa vulnérabilité. Il prit la décision de raconter, devant ceux qui l'avaient regardé partir, ce qu'il avait fait et pourquoi. Il choisit d'expliquer, sans exagération, sans triomphalisme, simplement en disant la vérité et en assumant le prix. Il organisa une réunion, non pas spectaculaire, mais simple, dans la salle commune de l'immeuble. Il invita les voisins, ceux qui avaient été blessés, ceux qui avaient ri et ceux qui avaient jugé. Devant la petite assemblée, il parla. « J'ai commis une erreur, dit-il. Je suis venu ici avec une illusion et une maladresse. Je voulais trouver une mère pour un fils que je croyais chercher. J'ai manipulé des vies et je m'en excuse. Je ne viens pas pour acheter le pardon, je viens pour apprendre à le mériter. » Les mots étaient courts, dépouillés. Il ajouta « Je veux rester ici, autant que vous me tolérerez. Et je veux que vous sachiez que ce que j'offre ne doit jamais remplacer ce que vous avez construit vous-même. » Sa franchise, moins spectaculaire que sa faute, eut un effet étrange. Elle ouvrit une porte. Laetitia, présente, écouta. Loin de l'acquiescement immédiat, elle mesura, puis parla. « Je n'ai pas besoin d'un héros. J'ai besoin d'un partenaire honnête. Si tu veux rester, fais-le pour nous, pas pour toi. » Ces mots ne fuirent pas la dureté. Elle restait ferme, mais son ton révélait aussi que la porte vers une possible réconciliation était entr'ouverte. Elle ne pardonna pas par impulsion. Elle n'était pas naïve. Elle souhaita des preuves et demanda encore des conditions. Absence d'ambition cachée, transparence totale des aides, égalité de parole. Leonardo accepta, en signe de nouvelle humilité. Les semaines suivantes furent un test de constance. Leonardo ne fit plus d'annonces publiques. Il leva un peu le pied sur les apparences, il conserva cependant un engagement constant. Il participa aux ateliers de la clinique de quartier pour apprendre comment mieux accompagner une personne malade. Il suivit des cours basiques de cuisine, de premiers secours. Il prit des rendez-vous et suivit la comptabilité des dépenses de la famille avec une précision humble. Il proposa d'investir dans un petit réaménagement du logement de Donna Isabel, non pas comme un cadeau dissimulateur, mais comme une amélioration décidée ensemble. Il s'assit avec Laetitia pour feuilleter des devis, demander son avis et appliquer ses choix. Ce travail patient apaisa une douleur qui n'aurait pas pu l'être par un geste éclair. Peu à peu, les voisins virent l'évolution. Un homme qui était autrefois étranger transforma son existence en une routine d'aide après avoir appris à respecter les limites. Marcelo, voyant que ses attaques perdaient d'efficacité,
tenta de relancer la polémique en organisant un reportage plus agressif. Il envoya une équipe pour filmer Leonardo à l'improviste. Mais cette fois, l'équipe vit un homme qui allait et venait, qui aidait à porter des baskets usées pour les nettoyer, qui préparait une valise pour un rendez-vous à la banque sociale. Les images qui furent au monté différèrent fortement de ce que Marcelo espérait. Elles montrèrent un homme plongé dans la réalité ordinaire. La vraie épreuve arriva quand la famille Teu fut confrontée à une décision importante. Un examen médical révélait que le traitement de Donna Isabel nécessiterait une série de consultations spécialisées et un ajustement de l'habitude de vie. La peur reprit place. La question financière était réelle, mais moins menaçante que celle du temps et du soutien moral. Laetitia, fatiguée, se sentit submergée. Leonardo, présent, accepta d'être celui qui veille. Il assista à chaque consultation, fit les démarches administratives, discuta avec le médecin et montra, à travers la constance, qu'il respectait la dignité de Donna Isabel. Il posa des gestes simples. Elle aimait la musique douce le soir, il acheta discrètement un petit lecteur de musique et l'installa près de son lit. Il fit en sorte que les repas soient réguliers et moins monotones. La reconnaissance vint lentement, non pas en paroles grandioses, mais en regards apaisés. Un soir, alors qu'ils dînaient tous trois, Pedrinho prit la main de Leonardo et dit, sans préméditation, « Tu viens toujours ». Ces mots, aussi simples fussent-ils, portèrent sur la récompense que les comptes en banque ne pouvaient offrir. Laetitia regarda l'enfant, puis regarda Leonardo. Le silence fut long. Dans cet intervalle, un déplacement subtil de confiance se produisit. Les mois qui suivirent mirent à l'épreuve les fragilités du passé. Un ancien partenaire commercial de Leonardo tenta de l'impliquer dans une opération lucrative douteuse, offrant la possibilité de retrouver un prestige médiatique et des soirées fastueuses. Rodrigo, fidèle à son rôle de conseiller, proposa à Leonardo de revenir à ses anciennes habitudes. Mais Leonardo, changé, refusa. Il comprit que la vie qu'il avait embrassée auprès de Laetitia et de sa famille exigeait une autre forme d'engagement. La richesse ne disparut pas, mais il la plaça dans des usages réfléchis, transparentes, supervisés par des personnes de confiance, y compris Laetitia elle-même. Elle accepta de siéger sur un comité consultatif pour la bourse qui soutiendrait sa formation et d'autres projets du quartier. Ainsi, l'aide demeurait sous contrôle communautaire. Le pas suivant fut intime. Leonardo, transformé par les mois de tâches partagées et d'apprentissage, sut qu'il n'était pas seulement en quête d'une mère pour un fils, mais d'une partenaire de vie. Il comprit que l'amour véritable ne s'achète pas et ne peut pas s'imposer. Quand vint le moment de parler d'un avenir commun, il le fit humblement. Il demanda à parler, non pas pour imposer une demande, mais pour offrir une possibilité. Ils étaient assis dans la pièce, qui servait parfois de cuisine, parfois de salle à manger, et parfois de salon de réconciliation. Pedrinho dormait déjà, épuisé de la journée d'école. La lumière était douce, les bruits quotidiens tamisés. Leonardo prit la parole sans ornement. « Je ne veux pas qu'on oublie ce qui s'est passé. Mais je veux te demander quelque chose de simple. Veux-tu envisager, un jour, de construire une vie avec moi ? Pas pour mes comptes, pas pour mon nom. Pour les matins où on se lèvera pour l'école, pour les soirs où on préparera le dîner, pour les malades que nous aiderons ensemble. Je ne veux pas te sauver, je veux te tenir la main, si tu le veux. » Laetitia écouta, sans sourire, mais sans colère ferme non plus. Elle mesura la sincérité, pesa les risques. « Je ne veux pas d'un spectacle, dit-elle. Je veux de la transparence, du respect et la promesse que si on construit quelque chose, ce sera à parts égales. Je veux que tu comprennes que notre vie n'est pas un décor, et je veux que tu donnes à Pedrinho un toit digne, pas un cadeau éphémère. » Ces conditions étaient claires, simples et immuables. Leonardo accepta, sans hésitation. Il offrit sa promesse de ne jamais instrumentaliser leur vie pour son image et de continuer à accepter les limites qu'elle posait. Il signa cet engagement par une série de petites obligations. Continuer à être présent, participer aux tâches, se soumettre à la transparence financière pour les projets communs, ce fut une humilité assumée. La demande publique de pardon n'effaça rien. La patience et les actes constants bâtirent ce qui restait à bâtir. Après des mois de preuves tangibles, des petits signes d'union apparurent. Une invitation du voisinage pour un dîner où Leonardo participa activement. Des photos modestes montrant un homme qui s'est repassé des chemises, qui s'est nettoyé une table, qui s'est approprié des gestes domestiques sans les rendre outranciers. À la fin d'une année de changement, il y eut une étape décisive. Un matin, dans la cour de l'immeuble, alors que le soleil peinait à percer une brume légère, Leonardo prit la décision de formaliser son engagement. Il se présenta chez Laetitia avec la promesse qu'il avait déjà faite en actes. Il ne destina pas la demande à un grand geste. Il la fit simple, en demandant la permission d'être présent, un jour après l'autre. « Je veux que tu me choisisses, dit-il. Choisis-moi si tu veux. »
Choisis-moi parce que tu penses que je peux être un bon partenaire, pas parce que je suis un coffre d'argent. » Elle sourit, non d'un sourire naïf, mais d'un sourire qui acceptait un avenir construit. Elle accepta. Ils firent un petit dîner entre eux, avec la famille proche, Marina et quelques voisins. Ce n'était pas un mariage luxueux, mais une reconnaissance humble de ce qu'ils avaient traversé et de l'engagement concret qui les liait désormais. Les années qui suivirent révélèrent le travail patient d'une transformation réelle. Laetitia termina ses études en soins infirmiers grâce à la bourse financée collectivement et à son travail acharné. Elle obtint un diplôme qui ouvrit des portes, la fierté de la famille fut entière. Donna Isabel, grâce à un suivi médical régulier et à une attention constante, vit son état s'améliorer suffisamment pour retrouver des moments de joie qu'elle n'avait pas connus depuis des années. La musique reprit un rôle important et elle se remit à sourire de petites choses. Pedrinho grandit avec la stabilité d'un foyer attentif. Il se fit des amis à l'école, participa à un club de dessin et continua à couvrir le frigo de trophées minuscules. Leonardo, quant à lui, ne s'éloigna jamais de la simplicité qu'il avait apprise. Il conserva ses responsabilités professionnelles, mais délégua davantage, vivant pour respecter les choix qu'il avait faits d'être proche. Il prit aussi une décision structurante. Il transforma, avec l'aide de personnes de confiance et sous la supervision de Laetitia, une partie de sa fondation personnelle en un fonds dédié aux bourses pour les personnes du quartier qui souhaitaient se former. Mais il garda la transparence promise. Les bénéficiaires, le montant et les modalités étaient décidés avec des représentants de la communauté dont Laetitia faisait partie. L'argent cessa d'être un instrument de domination. Il devint une ressource conduite par ceux qui avaient une vocation à l'utiliser. Ce geste public renforça l'idée déjà présente qu'un riche peut être moteur, mais seulement si le pouvoir de décider n'est pas unilatéral. Marcelo, voyant la ligne se déplacer, perdit de son influence. Ses tentatives pour relancer la polémique furent vues par beaucoup comme des éclats vides. La petite comédie médiatique s'éteignit, tandis que la réalité quotidienne soutint le récit nouveau. Les voisins, qui avaient été d'abord prompts à juger, se repentirent parfois de leurs jugements hâtifs. Ils apprirent que la vérité était plus complexe que la colère du moment. Quelques années après cette traversée, une famille recomposée se stabilisa. Il y eut un mariage simple, intime, où l'on parla peu et où l'on fit beaucoup. Ils n'ont pas célébré le triomphe d'un billet, mais l'achèvement d'un travail silencieux. Les discours furent courts, la musique discrète. Les invités célébrèrent la constance et la décision d'une femme qui avait choisi, après avoir donné ses règles et obtenu des garanties, d'unir sa vie à celle d'un homme qui accepta de changer. L'épilogue montra les petites choses qui témoignent d'un changement réel. Laetitia, diplômée, souriante dans un uniforme de soins, donnait de la dignité à son travail. Donna Isabel, plus légère, chantait parfois des chansons qu'elle n'avait pas entendues depuis longtemps. Pedrinho, devenu un adolescent, couvrait le réfrigérateur de dessins plus élaborés. Leonardo, désormais habitué à plier le linge et à préparer des déjeuners, regardait la famille grandir. Ils avaient créé une maison où la vérité, la patience et la modestie avaient plus de valeur que n'importe quel faste. Ce n'était pas une fin parfaite. Il y eut des jours où les doutes revenaient, des moments où Rodrigo rappelait au monde les anciennes appartenances de Leonardo, des moments où la presse tentait de ramener l'attention, mais ces jours étaient désormais des épreuves mineures face à une vie bâtie par des actes répétés. Les erreurs du passé ne furent jamais oubliées. Elles servirent de mémoire et d'alerte. Leonardo ne chercha pas à en effacer la trace. Il l'apporta comme un avertissement et comme un moteur. Quand il repensait à la lettre anonyme qui avait tout déclenché, « Il y a un garçon, et il mérite une mère », il souriait d'une manière douce, amère. Ce qu'il chercha d'abord était peut-être une réponse à sa solitude, un moyen de réparer un vide personnel par la présence d'une autre, mais il découvrit que la vraie réponse ne résidait pas dans la quête d'un rôle à pourvoir, mais dans la construction d'une responsabilité assumée, jour après jour, sans fanfare. Laetitia n'était pas la récompense d'un test. Elle était une personne qui avait toujours été digne d'un choix éclairé. C'est elle qui, par son refus initial et son exigence de dignité, avait changé tout. Elle transforma l'expérience d'un homme en une conscience durable. La vie leur offrit des matins banals et des soirs tranquilles. Ils apprirent que la confiance se gagne par la répétition d'actes ordinaires, que l'amour se cultive par la patience, et que les mots valent peu si les mains ne suivent pas. À la fin, ce qu'on retint de cette histoire fut simple. Un homme qui avait dû tout perdre, ou presque, pour apprendre à donner ce qui n'avait pas de prix. Et la femme de ménage, d'un tablier et d'un balai, changea non seulement la trajectoire d'un millionnaire, mais la façon dont la richesse elle-même pouvait être employée pour soutenir, pour écouter et pour bâtir une dignité partagée. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que la vraie richesse se compte autrement que sur un relevé bancaire. Racontez un geste de bonté que vous avez vécu. Il se peut qu'il change une vie.